Arthur, bienvenue sur Sans filtre ajouté. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast aujourd'hui. Alors, ça fait quoi ? Ça fait peut-être, je pense, 5 ans qu'on se connaît. 5-6 ans, on s'est connus dans le cadre de Sans filtre ajouté des débuts. Exactement. Avec Kelly Candy Rice Pasta. Donc, je te connais très bien. Donc, ça va être très bizarre pour moi de te poser la question. Peux-tu te présenter ? Mais est-ce que déjà, pour les auditeurs qui nous écoutent, tu peux m'expliquer rapidement ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le monde aussi incroyable et passionnant de la grande distribution alimentaire ? Et pas que d'ailleurs. Et pas que. Avec plaisir. Merci Salomé, merci effectivement pour l'invitation. Donc Arthur, moi je suis bordelais d'origine et effectivement aujourd'hui je suis directeur du e-retail et de la marketplace chez iProspect au sein du groupe Dentsu depuis maintenant presque 4 ans. Après un parcours en grande distribution, donc côté marque, passionné par les marques, passionné pour la grande distribution, tout ce qui se mange en fait au final. Et mon métier aujourd'hui, et j'ai cette chance-là, c'est d'accompagner justement les marques dans leur transformation et on le verra et on en parlera aujourd'hui spécifiquement lié aux problématiques digitales et e-commerce. Tu as évoqué que tu as travaillé pour des marques. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu faisais avant et ce qui t'a amené justement à t'intéresser à cet univers qui est intéressant et surtout assez spécifique puisqu'on se parle de différents réseaux et on va rentrer un peu plus dans le détail, mais raconte-moi tout ça. Effectivement, donc moi j'ai toujours baigné dans l'écosystème e-commerce au départ, donc c'est ma passion de départ, c'est comment on accompagne les marques dans un écosystème e-commerce digital en ligne, et j'ai allié ma passion pour le e-commerce avec ma passion pour la grande distribution et les marques, et j'ai fait mes premières armes côté annonceur, donc chez Kellogg Company, qui comprenait à la fois les marques Kellogg's et Pringles ainsi que les barres de céréales, qui était vraiment une expérience passionnante et qui m'a mis le pied à l'étrier à la fois dans le e-commerce et la grande distribution pour pouvoir ensuite continuer là-dessus. Et aujourd'hui, alors, explique-moi tu as évoqué effectivement ton rôle, explique-moi ton périmètre, ta relation avec les marques, ton équipe concrètement, parce qu'il y a aussi beaucoup de chefs de secteur et de personnes qui travaillent en magasin qui écoutent ce podcast. Comment tu simplifierais ton métier pour qu'il soit compréhensible de tous et de tous les différents métiers qui écoutent le podcast ? Bonne question. Alors mon métier est dans l'intitulé de mon poste, c'est ça qui est assez drôle, c'est que je suis directeur du e-retail et des marketplaces. Et donc e-retail déjà, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant de ce qu'on appelle le e-retail ? C'est tout simplement le magasin en ligne. Donc c'est par exemple des magasins que vous connaissez tous comme Carrefour, donc on appelle le site Carrefour Drive, Chrono Drive, ça peut être le site Fnac Darty ou le site Nocibé. Donc ça c'est le e-retail, c'est les retailers physiques qui aujourd'hui sont présents en ligne. Et la partie marketplace, là c'est tout simplement les places de marché en ligne. Donc c'est des regroupements de plusieurs magasins au sein d'un même écosystème. Ça peut être le cas comme Amazon, comme Cdiscount, ou même les retailers comme Carrefour qui deviennent également des marketplaces. Donc aujourd'hui, moi je travaille dans le groupe Dentsu, et le groupe Dentsu, c'est au niveau monde un des top 5 des groupes de communication, d'agences médias de publicité dans le monde. On est 80 000 au niveau monde, près de 1000, rien que ça, près de 1000 personnes en France, et spécifiquement au sein de ce groupe-là, on a une de nos agences qui s'appelle iProspect, on est près de 300 en France là-dessus, et on accompagne des marques à l'international, en France et des marques locales avec des équipes, et on en parlait en introduction, des équipes en région aussi, donc à Paris, Nantes, Lyon, Lille, Bordeaux, etc. Donc concrètement, mon rôle aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'accompagner les marques dans la transformation de leur stratégie en ligne, parce qu'elles ont besoin de se transformer aujourd'hui pour pouvoir aller adresser de nouveaux consommateurs en ligne. Et comment ça se traduit chez nous, chez iProspect ? C'est à travers une équipe, qui est une équipe d'une vingtaine de consultants et d'experts, qui pour la majorité ont des backgrounds côté annonceurs ou côté retailer. Et donc ça, c'est vraiment ce qui fait notre ADN en tant que tel, c'est qu'on est capable de comprendre les problématiques des marques, du fait que chacune des personnes qui composent l'équipe aujourd'hui sont passées côté marque ou retailer, et donc on comprend ces problématiques-là. Et on les accompagne et on les conseille de différentes manières. On est à la fois des consultants, c'est-à-dire qu'on les accompagne sur de l'audit, des stratégies, de la formation, et on exécute aussi de l'achat, par exemple de l'achat média, de l'achat retail média, des recos e-merchandising, SEO, SIA. L'objectif final, tout simplement, c'est faire croître leurs ventes en ligne, c'est qu'ils fassent plus de business en ligne. Et parmi nos clients, on a des marques de la grande distribution alimentaire. On va avoir Carlsberg, Suntory, donc Orangina, Perfetti, Groupe Seb, qui ont une grosse ADN FMCG quand même. C'est intéressant, et surtout, donc tu l'as dit, FMCG. Donc FMCG, après on va rentrer un peu plus dans le détail des réseaux, mais FMCG, tu as autant le Drive, tu as autant les nouvelles plateformes e-retail digital. Est-ce que tu comprends aussi les e-shops, ou
ou pas? Alors on peut l'intégrer effectivement, et ça, on accompagne certains de nos clients justement sur leur e-shop, donc ce qu'on appelle nous les sites direct to consumer, les sites D2C, c'est les sites en propre des marques. Aujourd'hui la tendance elle est à ce qu'effectivement la majorité des marques aient leur propre site et qu'elles s'appuient également sur les sites des distributeurs. Donc on a un mix des deux qui fait aujourd'hui que ça donne la possibilité aux shoppers de pouvoir choisir s'ils décident d'aller acheter chez un retailer ou directement auprès de la marque. Et si je devais expliquer mon métier, c'était une de tes questions à justement quelqu'un en magasin, je dirais que notre métier c'est d'essayer de rendre le linéaire, qui est donc le linéaire digital, aussi attractif et efficace que le rayon physique. Ouais, bien sûr. Donc l'objectif c'est de favoriser la visibilité des marques, la conversion des marques, essayer de travailler la fidélisation, le parcours d'achat, et tout ça en ligne. Ce qui est assez complexe, enfin quelque part, en tout cas c'est des réseaux, peut-être que je me trompe, mais qui sont quand même moins maîtrisés par les marques que l'in-store, parce que l'in-store on le connaît depuis tellement longtemps. Exactement, ouais, c'est des réseaux qui sont ce qu'on appelait il y a quelques années les nouveaux circuits, les circuits émergents, les new channels comme ils les appellent côté annonceur. C'est de nouveaux circuits qui pourtant tirent la croissance. Quand on voit que les ventes sont en recul sur la partie HMSM, on voit qu'il y a une croissance des ventes qui est sur la partie plutôt en ligne. Alors ça reste pour certaines marques une part de business qui est relativement peu importante en termes de poids, de volume. Pour d'autres, pour des marques par exemple sur le baby bio, on a des annonceurs et des clients pour lesquels on a jusqu'à 25 voire 30% du chiffre d'affaires qui est généré en ligne, donc à la fois sur le site direct to consumer, le site de marque, et à la fois sur les plateformes, que ce soit Drive ou Marketplace. Donc quand on arrive à avoir effectivement 30% de business qui est sur ces circuits-là, et ben justement les marques elles s'équipent, que ce soit en interne ou via des partenaires tiers comme des agences, pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et c'est intéressant parce que du coup ce que tu évoques, c'est que ça dépend beaucoup aussi des catégories de produits, quoi. Effectivement, on a des catégories qui sont des catégories plus ou moins e-commerce perméables, on peut dire drive perméable, mais qui sont plus à même d'être achetées par une typologie de population qui est présente en ligne et qui aussi commande ce type de produit-là. On se parle des pondéreux par exemple, sur lesquels effectivement, si je mets 2 boîtes de céréales sur mon bras droit et mon bras gauche en magasin, je peux plus rien acheter d'autre. Alors que dans mon chariot en drive, je peux acheter autant de boîtes de céréales que je veux et aussi des packs d'eau et tout ce qui va avec facilement. Si on regarde, parce que le commerce, on aime bien le regarder sur du temps long. Parce que fondamentalement, on a eu le Covid au milieu qui a été un accélérateur et je pense que tu vas nous en parler. Mais sur les 10 dernières années, qu'est-ce qui a fondamentalement changé le parcours d'achat du consommateur? Comment tu le décrirais et comment tu l'observes? Alors nous on aime bien regarder plutôt ce qui arrive en avant plutôt que regarder derrière nous, mais effectivement regarder derrière nous c'est ce qui nous permet d'anticiper les grands changements. Si on prend les exemples de 4 grands bouleversements, le premier je dirais que c'est qu'on voit clairement une hybridation des parcours, c'est-à-dire que les parcours conso, on parlait d'omnicanalité, ils sont fondamentalement de plus en plus hybrides. Les consommateurs ils passent du physique au digital, puis du digital au physique. Voilà, on le voit dans le cadre par exemple des achats pour les fêtes de fin d'année. Les consommateurs ils commandent à la fois en ligne et à la fois ils se rendent dans les magasins, et inversement. Le deuxième grand changement qu'on pourrait voir, c'est sur ces 10 dernières années l'explosion du digital en tant que tel. On le voit, nos téléphones, et nous les premiers, on est constamment sur nos téléphones qui sont devenus les premiers points de contact. Exactement. Et ces smartphones là, on les voit positivement dans le sens où ils transforment la recherche, la manière dont on recherche, la manière dont on compare aussi, dont on compare en temps réel. Et la clé de voûte au final ça devient l'attention, c'est-à-dire que c'est aussi une métrique qu'on regarde de plus en plus, c'est ce KPI justement qui est lié à l'attention. Et l'enjeu des marques ça va être comment dans un monde de ce qu'on pourrait dire de surstimulation où effectivement on est exposé à un nombre de marques et de stimulation publicitaire, on arrive à capter l'attention du shopper et on évite l'épuisement publicitaire aussi, avec un besoin de se renouveler aussi et d'avoir une nouvelle approche auprès des consommateurs pour justement avoir de l'impact tout simplement. Ce que tu dis là sur la guerre de l'attention, mais on l'a aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est tellement un épuisement continuel pour les consommateurs. Qu'est-ce que c'est difficile pour les marques de se dire comment tu touches ton shopper sans
Et tu réussis à émerger au milieu de tout ce flou artistique. On appelle même ça un bruit, c'est-à-dire tout le bruit publicitaire qu'il y a autour. Il faut que les marques elles arrivent à trouver de nouveaux moyens et on en parlera justement sur les nouveaux moyens de toucher les consommateurs pour sortir du lot dans un monde où on a beaucoup parlé de standardisation et on le voit par exemple avec ne serait-ce que le bio aujourd'hui où une marque comme Lyot, si on prend un pool de marques qui sont en fait toutes bio, comment elles arrivent à sortir leur épingle du jeu et à trouver leur axe de différenciation versus d'autres. Et dans les grands bouleversements, ce qu'on voit aussi, c'est de plus en plus la personnalisation quand même, avec de la recommandation qui est basée sur de la donnée, donc sur de la data. Donc l'axe personnalisation et data, il est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on est capable en temps réel d'à peu près tout calculer, que ce soit côté retailer, que ce soit côté marque. On va de plus en plus vers l'inverse de ce qu'on avait à l'époque qui était un merchandising un peu statique. Maintenant on est sur du temps réel, on parle à des algorithmes, que ce soit les algorithmes des enseignes qui utilisent des algorithmes par exemple pour changer les prix en temps réel sur les étiquettes directement, ou alors des catman côté enseigne aussi qui eux utilisent des outils type je pense à Memory par exemple pour optimiser leurs assortiments et la relation qu'ils ont eux avec les marques et suivre les consommateurs et tout ça en temps réel. Donc, tu peux faire, je me permets de te couper, mais tu peux faire totalement le parallèle sur l'ultra personnalisation avec notamment ce qu'on voit aussi en grande distribution au niveau des produits. Enfin, peut-être parallèle hasardeux, mais tu parles à un sportif quand tu adresses du super protéiné, pas que, mais voilà, ou du skier super protéiné. Là, tu vas adresser encore une typologie de consommateurs. Donc, je trouve que tu peux faire autant un parallèle aussi avec l'offre qu'on retrouve en grande distribution. Ouais, non, complètement. Et quand on voit au final les trois bouleversements dont on vient se parler, on a le quatrième qui arrive, qui vient clôturer ça, qui est le retail média. On en entend pas mal parler. C'est comment justement les marques elles vont investir et s'appuyer sur tout ce qu'on peut avoir justement en termes de personnalisation, de données, pour pouvoir toucher les consommateurs. Et le retail média aujourd'hui, on le voit comme 360, c'est-à-dire qu'il est à la fois en in-store avec les écrans DOH en temps réel sur lequel on peut cibler un consommateur. On sait que les gros consommateurs de tel produit ils viennent entre tel heure et telle heure, les personnes âgées entre telle heure et telle heure, donc on peut tout personnaliser. Le retail média il est aussi off-site, c'est-à-dire en dehors des sites des retailers, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser la donnée de l'enseigne pour pouvoir cibler en tant que marque les consommateurs en dehors de cet écosystème, et il est on-site, donc sur les sites des enseignes, sur lesquels on sait que c'est un dispositif clé pour pouvoir générer des ventes incrémentales directement pour les marques et pouvoir émerger et gagner. Et on voit une forte corrélation là-dessus entre la part de marché et la part de voix, ou la part de voix et la part de marché. Donc plus je prends la parole, effectivement, naturellement, plus je suis acheté, je suis mis dans les paniers et je suis rajouté dans les favoris des consommateurs. Bon, là, je vais te poser une question que je pense 99,99% des clients te demandent au quotidien. Quand tu as un éventail de solutions telles qui s'offrent à toi, et en l'occurrence avec le développement de l'IA, le développement de la data qui te donne énormément d'informations, et qu'on est quand même dans un contexte économique qui est restreint, contraint, comment tu fais pour arbitrer sur ton budget je dois... mettre un investissement sur le e-retail, je dois mettre de l'investissement sur le in-store, sur le consommateur, sur le shopper. Enfin, tu vas me dire tout mon capitaine, mais comment on arbitre ? Je pense que c'est tout le rôle et c'est tout le sujet de votre accompagnement, mais ça fait partie d'une des questions qui me turlupine quand on évoque tout ça. C'est effectivement une question que nous posent nos clients, et là-dessus l'approche qu'on a est plutôt innovante dans le sens où jusque-là on essayait de se focaliser sur des sujets qui sont très liés aux audiences, c'est-à-dire que le service marketing avait l'idée des audiences qu'il souhaitait toucher en disant ce sera mes consommateurs de demain. L'approche qu'on essaie d'avoir aujourd'hui, c'est une approche qui est ce qu'on appelle en reverse funnel, c'est-à-dire qu'on part plutôt directement des données de vente, des données de sell-out, pour justement dire ok, aujourd'hui qui m'achète, et en fonction de ça réajuster sur les audiences qui m'intéressent.
Et donc on prend le prisme dans l'autre sens en regardant plutôt qui aujourd'hui sont mes consommateurs et comment je vais adresser les consommateurs que j'aimerais avoir ou comment j'optimise mon mix, que ça mon mix produit ou média en fonction de ça. Et sur l'allocation spécifique des différents canaux, du coup à travers ces études business, et on peut connaître la contribution des ventes, que ce soit des ventes en in-store, les ventes en e-commerce ou autre, on peut se permettre de réajuster avec selon le niveau de ma marque de maturité, le niveau de maturité de ma marque et mon besoin business, je peux orienter plus vers un dispositif qui va être un peu plus haut de funnel, sur lequel je vais pouvoir aller être dans la phase un peu plus d'inspiration que dans la phase de vente si mon objectif, je suis connu de mes consommateurs et j'ai besoin juste de vendre. Et tout l'enjeu, c'est effectivement de bien poser son objectif, son cap, sa stratégie. Bon, on en revient toujours au même, les basiques. Au même sujet, les basiques. Donc aujourd'hui, tu l'as dit, donc on a fait un peu le bilan de ce qui s'est passé et les 4 points majeurs à retenir sur ces 10 dernières années. Aujourd'hui, donc tu nous as parlé effectivement un peu du nouveau rayon, mais quel est le nouveau shopper finalement aujourd'hui, comment il consomme et à quoi finalement les marques doivent faire prêter attention? Alors le nouveau shopper, c'est un shopper qui est exigeant et qui a à la fois, on le voit dans les différentes études qu'on a réalisées, il a une conscience écologique et économique à la fois. Donc c'est un peu le paradoxe du shopper. Et quand on regarde l'évolution du rayon, parce que c'est aussi intéressant de regarder comment le rayon il évolue, on se parlait jusque-là d'une étagère physique et maintenant on se parle d'un flux dynamique avec des offres personnalisées. De plus en plus, on se parle aussi d'une ère algorithmique, c'est-à-dire que c'est la donnée qui remplace le facing, la hiérarchie des produits en magasin. Le retail média vient à l'intérieur de tout ça influer aussi sur les différents algorithmes et les marques aujourd'hui, elles doivent négocier non plus forcément uniquement avec des chefs de rayon, mais avec des responsables e-merchandising et avec des algorithmes directement. Bien sûr. Donc c'est une nouvelle manière de faire et qui doit être approchée dès maintenant pour pouvoir anticiper les positions dans le futur et pouvoir s'assurer de conserver ses parts de marché. Est-ce qu'il y a encore la place pour le consommateur pour de la découverte ? Parce que là, ce qu'on décrit finalement, c'est un peu un... Alors je tire le trait, je fais exprès, mais un parallèle avec les réseaux sociaux où tout est guidé par un algorithme. Donc fondamentalement, quand aujourd'hui tu scrolles sur TikTok, toi, Arthur, qui adore les chats, pourquoi pas tu vas avoir plein de vidéos de chats. Bon, ça, je prends mon exemple. Mais est-ce qu'on a encore... est-ce que le shopper, on peut faire un parallèle et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, Madame Michu, parce qu'on en parle tout le temps, qui achète toujours ces mêmes types de marques, etc., elle a de la place pour de la découverte dans un monde qui va être de plus en plus guidé par les algorithmes et notamment les marques qui mettront le budget derrière. Effectivement, on peut prendre un parallèle qui est intéressant avec les plateformes d'écoute de musique sur lesquelles leur objectif c'est aussi de nous sortir de notre style d'écoute de musique habituelle, et de la même manière les algorithmes sont malléables et sont toujours contrôlés par des humains jusqu'à maintenant. Donc on pourra influer là-dessus, et d'autant plus sur des produits qui sont des innovations justement, sur lesquels il y a un enjeu pour les marques de se dire comment j'arrive à remonter naturellement dans les algorithmes et dans le linéaire digital tout simplement. Le retail média entre autres en est une solution, hein. On le voit avec les produits sponsorisés par exemple, qui permettent aux marques qui ont pas encore le chiffre d'affaires nécessaire pour être identifiés par les algorithmes, mais qui en forçant un peu la main remontent dans le linéaire, et du coup on crée ce cercle vertueux au final, et ça permet à la fin de pouvoir progresser en ligne. On voit aussi plusieurs tendances qui s'entrecroisent. De la déconsommation, qui est globale un peu sur tous les pays, en tout cas européens. De l'inflation. J'ai vu une stat, je crois que c'est à hauteur de 23% sur les dernières années. Un shopper qui est de moins en moins fidèle. Évidemment, si on regarde sur le temps long, on allait en hypermarché, on faisait les courses pour la semaine. Bon, évidemment, ça n'existe plus. On est bien d'accord. Comment le e-commerce s'insère justement dans ces nouveaux arbitrages pour justement ces nouveaux shoppers et ces nouveaux modes de consommation ? Le shopper, ce qu'il recherche, lui, et le consommateur, ce qu'il recherche, c'est la meilleure valeur, globalement. Et donc aujourd'hui, le monde digital permet plus facilement la comparaison.
Les circuits, on le disait, sont quand même assez dispersés. Bon, il y a quand même une grande partie des shoppers qui font encore leurs courses en magasin, on n'oublie pas. Mais effectivement, redis-nous le poids du drive, enfin, à peu près. Hein. Ouais, alors le poids du drive, il peut varier en fonction des marques. Évidemment. Et on est à peu près sur 12% du total, alors sur la partie drive. Mais quand on prend un prisme un peu plus large au-delà du drive, le taux de pénétration du e-commerce est quand même assez énorme. On a encore une progression possible énorme par rapport à d'autres pays plutôt asiatiques, qui sont à des taux de pénétration qui sont incroyables, autour de 95-96% de taux de pénétration sur le e-commerce. C'est-à-dire que tout le monde commande et tout le temps en e-commerce. Et donc, le digital permet une comparaison plus facile. En un clic aujourd'hui, le shopper il a accès à l'ensemble de l'offre concurrente. Donc il peut comparer plus facilement. Ça rabat un peu les cartes parce que les marques elles vont être obligées de s'adapter aussi, que ce soit sur du pricing qui est dynamique. Et tout cet environnement en ligne, il offre aussi de la transparence pour les consommateurs. On n'a plus besoin de courir dans tous les magasins qu'il y a autour de chez nous dans notre zone de chalandise. On peut directement avoir une vision claire sur ce qui est disponible, à quel prix. Et au-delà de ça, le rôle qu'a le e-commerce aussi, c'est de pouvoir accompagner le shopper, comme le ferait un vendeur en magasin, dans son expérience d'achat. Le e-commerce, il offre la transparence, le choix, la rapidité, mais il permet aussi au consommateur de pouvoir, par exemple, faire des filtres. Donc, il peut filtrer les prix, il peut filtrer les promos, il a accès à des avis consommateurs, il a accès à une livraison qui peut être plus ou moins flexible, à des programmes de fidélité spécifiques en ligne. Voilà, donc c'est un avantage, en tout cas, de ce canal-là, dans le cadre de la recherche du consommateur, du plus de valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, le e-shopper, donc je parle du Drive, mais aussi de toutes les autres plateformes, il est préempté par une typologie de consommateurs, enfin une cible? Forcément, moi, ce qui me vient, c'est de me dire les plus jeunes consomment plus, mais est-ce que c'est vrai dans les faits? Alors les plus jeunes consomment plus, oui. Sur le circuit de drive en tant que tel, on est plus sur des familles avec enfants qui consomment ce circuit-là, plutôt sur le côté praticité, en tout cas du circuit. Avec une petite anecdote marrante qui est que dans certains drives, ils ont mis par exemple les couches à côté des bières, parce qu'on voit qu'il y a une corrélation entre les achats de couches et les achats de bières. Surtout quand les papas font les courses. Quoique. Peut-être. Voilà, on en voit de plus en plus aussi, nous, les femmes. C'est assez marquant, et ça montre aussi qui est aujourd'hui la cible du drive. Ce qu'on projette aussi dans les années qui viennent, c'est que ce consommateur qui est aujourd'hui le jeune parent avec enfant, il va grandir, et donc il va garder dans le temps ses habitudes. Donc je vois aucune raison valable à moyen long terme pour qu'en fait ils se disent non, finalement je vais retourner le samedi matin en magasin pour aller faire les courses, et ce sera ma sortie de famille. On voit aussi des grands changements structurants dans les habitudes consommateurs, où auparavant le shopping c'était une activité qui était vue comme une activité de loisir, ou on peut l'appeler comme ça, et aujourd'hui en fait on achète partout, on achète tout le temps, on achète au travail, on achète quand on est dans le métro, quand on est en voiture, alors j'espère pas, mais en tout cas on peut, et quand on est sur nos smartphones dont on parlait. Et est-ce que tu as des fossés, j'imagine pareil, entre la géographie, zone rurale, zone urbaine, ou je pense que oui, j'ai un peu la réponse dans ma question, mais est-ce que ce fossé tend à se lisser ou pas, ou à l'inverse, ça creuse des écarts? Alors, dans les usages, on voit plutôt une différenciation sur la partie circuit. Entre la partie drive, click and collect, dans lequel je vais chercher mes courses, et la partie livraison à domicile, où effectivement en zone urbaine on a de plus en plus de livraison à domicile, et on voit des taux de croissance qui sont assez importants sur ce circuit, avec une ouverture de nombre de points de contact en livraison ou relais qui sont aussi importants. Qui sont conséquents. Bon, Arthur, on va parler d'un sujet, j'avais trop hâte d'évoquer ces questions, sur l'intelligence artificielle. Je pense que les prochains épisodes qui vont suivre, ou les épisodes d'avant ou d'après en fonction de l'ordre, j'ai toujours une question qui est liée à ça, parce que ça intrigue énormément. Tout le monde utilise aujourd'hui ChatGPT, on en parlait même avant. Moi, je l'utilise par exemple pour régler mes caméras. On a tous des agents IA, donc après, il y a ceux qui utilisent Gemini, ceux qui utilisent ChatGPT, ceux qui ont Samsung ou iPhone. On va pas rentrer dans ce débat-là. Bref, on a le Shopping Search qui arrive en France, là, c'est tout récent. Quelle lecture
on a aujourd'hui de ces nouvelles intelligences artificielles qui vont pouvoir faire nos courses. Est-ce que tu peux nous décrypter ça? Et c'est tout récent, mais avec le peu de data qu'on a aujourd'hui. Effectivement, on voit de plus en plus de possibilités à travers justement des outils tiers de pouvoir faire ses courses. On peut alors le voir de différentes manières. C'est soit directement utiliser ces outils-là comme des outils qui font les courses à notre place, ou alors utiliser ces outils comme des outils qui nous accompagnent dans notre parcours de course. Ça peut être ça aussi. Et ce qu'on voit, c'est que ces outils-là, ils sont omniprésents et surtout centraux à la fois dans la phase d'inspiration très haut tunnel jusqu'à la phase de conversion sur lequel maintenant on peut directement acheter depuis ces outils-là. Donc ça va naturellement demander aux marques de s'adapter pour pouvoir justement émerger à l'intérieur de ces outils-là. C'est ce qu'on appelle les moteurs de recherche génératifs. Et essayer de comprendre ces langages pour pouvoir devenir numéro 1 et sur des requêtes qui de plus en plus vont être des requêtes longues, être identifiées comme la bonne marque sur la requête en question. Et donc justement, aujourd'hui, comment les marques elles peuvent influencer le parcours d'achat, se préparer à ces nouvelles intelligences artificielles? Est-ce que c'est pas une concurrence quelque part pour le distributeur demain? Enfin, comment on s'y prépare, quoi? Ça demande de la curiosité de la part des marques, ça demande une remise en question qui est assez large et qui est aussi organisationnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un exemple concret avec un de nos clients qui nous a posé la question et avec qui on a échangé sur... le client nous a dit j'ai le meilleur produit de ma catégorie, il me semble que c'était des barres de céréales, j'ai les meilleures barres de céréales du marché. Et donc nous, on a tout simplement... on s'est mis à la place d'un shopper et donc on a fait la requête dans différents moteurs de recherche génératifs avec nos équipes qui sont dédiées sur le sujet et qui travaillent justement sur ces moteurs de recherche spécifiques. Et on s'est rendu compte que la marque ne remontait absolument pas dans les résultats. Mais c'était basé sur quoi, le fait que ton client te dise qu'il était le meilleur sur la catégorie? C'était basé sur des ventes, sur un taux de pénétration? Enfin, est-ce que c'était adossé? Parce que souvent, en tant qu'annonceur ou industriel, on se dit qu'on est les meilleurs, bien évidemment. Alors c'était un mix d'un peu tout ça, et c'était surtout une certitude de la part du client qu'il était perçu de cette manière-là par les consommateurs. Et donc on lui a dit en fait tu peux l'être par les consommateurs, mais que disent justement les moteurs de recherche à ton sujet? Et ce qui était assez intéressant, c'est que en fait quand on s'est rendu compte de l'ensemble des paramètres et critères qui étaient pris en compte dans le cadre de justement la mise en avant d'une marque ou une autre, parce qu'en fait il y a une sélection de marques qui est mise en avant, et en fait il y avait un certain nombre d'informations qui échappaient complètement à la vigilance des équipes communication ou médias des marques, et qui dans le cas de notre client on avait des exemples par exemple avec des publications en rapport avec la bourse de notre client qui étaient utilisées par les moteurs de recherche génératifs, les derniers articles de presse qu'ils soient à charge ou positifs qui étaient aussi pris en compte dans ces choix-là, et l'ensemble du contenu au final qui était disponible en ligne qui était ingéré pour pouvoir retranscrire tout ça. Et donc là, c'est ce que je dis en introduction, c'est que effectivement, ça pose une question et un sujet sur la partie organisationnelle, parce que ça doit faire appel à l'ensemble des équipes en interne qui vont contribuer à ce que justement la marque puisse émerger sur ces moteurs de recherche là. Et donc là-dessus, il faut forcément se faire accompagner sur le sujet pour pouvoir être certain que la marque sera la bonne. Bref, on s'est compris, ce sera la marque qui ressort sur la bonne. Bien sûr. Mais du coup, c'est quoi les pistes qu'on a pour travailler ça? Alors, tu vas pas nous faire un cours, sinon, il faut qu'on sait où te trouver en tout cas. Mais est-ce que tu as 2-3 pistes à nous évoquer qui peuvent justement donner certaines indications, par exemple dans le cas de cet exemple-là? Alors sur les pistes, la piste numéro 1, c'est l'audit qui peut être fait en amont, c'est-à-dire on prend le temps d'analyser et on a une approche qui est intéressante aussi sur le sujet, c'est-à-dire que on teste la remontée des marques dans les moteurs de recherche génératifs avec une vision qui est shopper, c'est-à-dire qu'on se met à la place des consommateurs, on pourrait se connecter directement en connexion API avec l'ensemble des moteurs de recherche génératifs, c'est complètement possible, mais nous ce qu'on se dit c'est que c'est
c'est le langage naturel qui est le plus intéressant et c'est le langage Chopper. Donc en fait, on utilise des requêtes Chopper qu'on met dans ces moteurs de recherche-là pour analyser les marques. Donc c'est un premier réflexe que peuvent avoir les marques, c'est elles-mêmes faire des tests dans différents environnements avec des prompts qui sont eux aussi différents, de voir comment elles ressortent dans ces moteurs de recherche-là, pour au moins avoir un statut sur est-ce qu'elles sont présentes ou non, et qui remonte, et essayer de comprendre aussi qui remonte et pour quelles raisons et pourquoi. Okay. Exactement ça, ce serait le principal axe. Hyper intéressant, et je pense qu'on n'a pas aujourd'hui encore le réflexe, parce que fondamentalement ces IA, on les utilise à titre personnel, pour avoir regardé un peu des statistiques, et assez peu à titre professionnel. Après, il y a évidemment, mais c'est pas le sujet de cet épisode, toutes des questions de confidentialité des données que tu mets aussi dans ces intelligences artificielles. Je te propose de conclure cet épisode par une question un peu plus, pragmatique en fait. On sait que là, le podcast est écouté par des catman, des chefs de produits, des chefs de secteur. Et je voudrais t'interroger sur ce que ça change pour nos métiers. Parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle comme un risque pour nos métiers. On va se faire remplacer par les robots. Bon, chacun a son avis sur la question. Mais concrètement, sur la façon dont on exerce nos métiers, je pense à un chef de produit ou à un category manager, e-commerce par exemple, tes clients aujourd'hui. On commence par où pour ne pas subir la situation et plutôt l'utiliser à notre avantage? Effectivement, donc si on prend un métier comme celui de chef de produit ou de catégorie manager, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où les avis, les contenus, les signaux comportementaux, ils nourrissent justement les moteurs de recherche génératifs. Oui. Et les algorithmes des réseaux sociaux, par exemple. Donc le produit en tant que tel, en fait, il doit être pensé pour sa capacité en tant que produit à générer de la recommandation naturelle de la part des consommateurs. Donc c'est la création des produits en tant que tel qui va être revue. Et ce qu'on aime bien dire, c'est que le produit, il doit devenir ce qu'on appelle shareable by design. Ouais, c'est-à-dire qu'il doit faire parler. En fait, exactement. Exactement. C'est des produits qui doivent être pensés pour être utilisés, pour être montrés, pour être recommandés facilement. Et il faut aussi justement travailler sur les usages et la mise en scène de ces produits-là à travers des moments de consommation et que ce soit naturel, que ce soit fluide, parce que c'est aussi ce que demandent les consommateurs des marques, c'est des expériences fluides, c'est justement de l'authenticité, de la transparence. Ouais. Et on parlait tout à l'heure de l'ère algorithmique, on va aller de plus en plus dans une ère où l'UGC en tant que tel, c'est-à-dire la production de contenu directement par les consommateurs, l'user generated content, va être l'essence même du signal qui va nourrir cette phase un peu de considération produit, et donc on n'est plus sur les mêmes ressorts qu'avant. Donc c'est vraiment en profiter au contraire de tous ces nouveaux outils, tous ces nouveaux usages pour redéfinir la manière dont on travaille aussi la création produit pour répondre à un besoin. Et on le voit dans les grandes tendances, quand on regarde les cafés ou les coffee shops, qu'ils soient parisiens ou en province, sont aujourd'hui conçus autant pour les produits qu'ils peuvent donner que pour l'expérience qu'ils permettent de procurer et d'être partagés ensuite sur ces réseaux-là. Mais du coup, moi, ça me questionne. Alors, je pense surtout aux catman qui nous écoutent, parce que c'est très dépendant de la catégorie de produits. Tu parles des coffee shops parce qu'il y a un moment, on peut parler de la catégorie confiserie. Voilà, c'est des instants snackable où tu peux justement créer du contenu autour. Maintenant, désolée, je ne veux pas citer de marque, donc je vais pas. Voilà, mais tu es sur la catégorie essuie-tout. Bon. Il y a quand même un switch à opérer, ce qui peut être intéressant et une vraie opportunité dans la mesure où ces catégories prendraient moins le pas, quoi. Mais je fais un peu le parallèle aussi avec l'influence. Ouais. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est dépendant des catégories de produits. Ça ne peut pas concerner toutes les catégories de produits. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que la recommandation, elle concerne quand même l'ensemble des catégories de produits, malgré tout. Exemple on le voit aujourd'hui sur la manière dont les marques se lancent, par exemple, sur des plateformes comme TikTok, avec TikTok Shop, sur lequel on retrouve à la fois des produits pour recourber les cils, comme des gousses de vanille, ou des produits PGC plus classiques, ou le déodorant X ou Y, qui sont poussés et achetés par recommandation. Et donc là on revient sur le sujet des UGC et de l'influence directement. Alors, il y a peut-être des catégories sur lesquelles c'est plus simple que d'autres, mais pour autant chaque produit qui est acheté peut se permettre de créer du contenu, tout simplement en fait.
Mais bon, après, ça fait effectivement partie de l'influence. Ça pourrait être un sujet aussi un podcast à part entière. Donc, toi, tu travailles au quotidien avec les industriels, les plateformes, etc. Comment tu vois, parce qu'on parle beaucoup d'algorithmes, et de data, comment tu vois justement évoluer la frontière entre ce qui appartient à la marque et effectivement, tu l'as dit très justement, c'est qu'à l'époque, une marque, elle communiquait, c'était très institutionnel et les consommateurs pouvaient suivre une marque, page Facebook, etc., etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Tu as parlé de l'UGC. Donc, en l'occurrence, le rôle de la marque ne va pas s'effacer, mais va exister à travers du contenu plus authentique et qui lui appartiendra de moins en moins. Comment justement tu vois évoluer cette frontière entre ce qui appartient à la marque et ce qui appartient à la plateforme ? J'ai plusieurs heures pour répondre à cette question. C'est un mix de plusieurs sujets. Effectivement, comme tu le dis très bien, il y a l'intervention à la fois des plateformes, des marques et des enseignes. Dans ce triptyque, la clé pour moi et pour nous, ce sera la data collaboration en tant que telle. Ce sera comment justement ces acteurs-là arrivent à collaborer ensemble à travers des stacks technologiques qui sont aussi communes, la mise à disposition de cette donnée-là, la réutilisation de cette donnée-là, pour aussi éviter des situations qui sont parfois un peu ubuesques, sur laquelle on voit à la fois des enseignes et des marques qui, par exemple, sur un moteur de recherche comme Google aujourd'hui, se battent pour les mêmes positions, alors qu'en fait, c'est des marques et des enseignes qui sont partenaires à travers leur contrat de distribution et qui pour autant se battent sur des positions. Et donc, demain, la clé, c'est comment on travaille mieux ensemble pour qu'à la fin, la valeur, elle soit plus rétribuée aux consommateurs qu'à des plateformes tierces. Tu conseillerais quoi à une marque qui, aujourd'hui, aurait peur de perdre son shopper avec justement ces nouveaux usages au profit de l'algorithme ? Anticiper les changements, on parlait tout à l'heure de curiosité, mais c'est l'anticipation de ces changements qui va être vraiment la clé. Il y a quand même une prime au premier arrivé en tant que tel, donc faut tester. La barrière à l'entrée est quand même relativement réduite si on veut tester justement, de pouvoir optimiser sa position par exemple dans les moteurs de recherche génératifs, et essayer aussi d'embarquer en interne autour de ces sujets-là, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile de faire bouger les lignes, clair. Mais ça doit être le cas. Et après il y a un ensemble d'actions qui sont des actions plus du quotidien et qui sont dans le rôle de chacun aujourd'hui, quand on définit bien les scopes d'intervention de chacun, de pouvoir mettre à profit son expertise au profit justement de l'amélioration de ses positions, par exemple dans ces moteurs de recherche. Si tu devais, Arthur, donner un conseil très concret aux auditeurs qui nous écoutent sur les 12 prochains mois, tout en sachant que là, en l'espace de 2 ans, tout a déjà changé. Quel serait le geste simple à faire pour rester dans le panier des shoppers dans ce contexte d'IA ? Ce serait quoi ? En fait, que l'organisation puisse être pensée dans le sens d'aider à optimiser sa présence là-dessus. Après, sur des marques qui sont des marques plus petites, c'est plus complexe. Pour une petite marque, mettons, c'est hyper important d'avoir du contenu qui est à jour régulièrement, de mettre à jour ses fiches produits sur les retailers, de mettre à jour ses fiches produits sur son propre site, de pouvoir justement faire en sorte que toutes ces balises, mettons, soient optimisées pour que les moteurs de recherche puissent lire justement tout cela. Et dans le monde de demain, on est en train de réfléchir aussi à comment on va utiliser la publicité pour, non pas sur les moteurs de recherche, mais pour pouvoir influencer les moteurs de recherche à travers des solutions qui sont plutôt des solutions ad tech et qui s'intègrent sur les sites classiques, que ce soit des sites des éditeurs. Vous vous rendez sur le site de Marmiton et vous êtes sur une recette de tel ou tel produit, et donc on va... Tu peux acheter directement. Voilà, soit on achète directement, soit on influe l'algorithme pour que la marque remonte en premier. Ouais. Écoute, je te propose une dernière question, sans filtre. Quel pari tu ferais sur l'avenir du e-retail ? Parce que ça va tellement vite que les auditeurs pourront ressortir contre toi. Il y aura ton nom, ton prénom, ton adresse. Si tu te trompes. Je ne vais pas vous parler du métaverse parce que c'est trop tard. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir une explosion de la livraison à domicile qui est encore bien plus avancée dans d'autres pays. C'est vrai qu'en France, on a encore du mal à avoir la notion de se dire qu'on paye pour un service, dont pour un service de livraison. On pense que c'est normal d'avoir une livraison gratuite, mais ça apporte quand même de la valeur aux consommateurs et il y a encore un gap énorme à aller chercher. On en parlait tout à l'heure, la pénétration du e-commerce est relativement réduite encore, donc on sent qu'on va avoir encore énormément de
de shoppers qui vont découvrir les services de course en ligne au global. Et je pense qu'on va plus aller vers un modèle où on sera assisté sur les sites des enseignes en tant que tels dans le cadre de la mise en place de nos courses, et qu'on va devoir forcément revoir l'architecture de ces sites-là, qui aujourd'hui, on le voit en fait assez simplement, sont complètement copier-coller du carrelage. Ouais. C'est-à-dire qu'on a encore l'allée centrale qui est l'home page, on a encore les rayons qui sont des rayons, on a certes des requêtes en mots-clés mais qui changent pas grand-chose. Donc voilà, c'est repenser la manière dont les courses vont être faites. On le voit avec des applications type Joe par exemple qui propose aussi des univers de consommation spécifiques. On va avoir de la théâtralisation, de l'événementialisation aussi. Et donc on va pouvoir potentiellement faire ses courses par rapport plus à un régime alimentaire ou une envie sur le moment thématique en fonction de la saison ou autre. Et c'est le sens de l'histoire aussi pour consommer potentiellement plus de saisons et aussi permettre la découverte. On en parlait sur l'innovation, mais permettre la découverte consommateur en s'inscrivant dans un cadre qui n'est autre que le rayon classique. Donc on peut espérer sortir d'une logique industrielle et distributeur pour aller vers une logique plus consommateur et shopper. C'est beau, exactement. Franchement, ce serait l'idéal. Merci beaucoup Arthur. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques à t'adresser sur notre échonge? Alors là où ils peuvent me retrouver, là où je suis le plus actif, c'est sur LinkedIn, donc dans les likes des posts sans filtre ajouté. Et donc sinon, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour toute question, juste pour discuter de ces sujets passionnants. Avec plaisir. Merci beaucoup Arthur. Merci à toi. À bientôt.